en Tunisie. Donc merci de m'avoir invité à parler des progrès en imagerie de la rétine. Voilà mes conflits d'intérêts. Les techniques d'examen du fond d'œil, comme vous l'avez bien noté, évoluent dans deux directions. Le grand champ, le très grand champ, d'un côté, et le plus fort grandissement de l'autre, avec une amélioration du détail tout à fait incroyable, au niveau des capillaires, aussi bien qu'au niveau des photorécepteurs, par exemple. Sans oublier la diversité des modalités d'imagerie dont on dispose aujourd'hui et qui conduisent à parler d'imagerie multimodale quand on combine l'OCT, les images avec différents filtres du fond d'œil, le grand champ, les grandes magnifications, etc. On va commencer par ce qui se passe dans l'ultra grand champ. Tout d'abord, les photos couleurs qui sont apparues les premières en 200 degrés grâce à un système SLO, l'Optos, qui vont donner des photos couleurs très utiles pour documenter les maladies rétiniennes périphériques ou étendues à la totalité du champ rétinien, comme cette image de pseudo-tumeur vasoproliférative avec cette exsudation monstrueuse, ou cette rétinopathie diabétique proliférante, ou évidemment ce décollement de rétine avec PVR. Mais au-delà de la documentation des cas, l'imagerie ultra grand champ en couleur améliore la détection d'un certain nombre de maladies, et tout particulièrement de la rétinopathie diabétique. Dans une très grande cohorte de patients, 8100 patients, des photos couleurs non midriatiques du fond d'œil en Optos, ultra grand champ, ont diminué le nombre d'yeux non gradables de 81%. J'entends non gradables avec la technologie ancienne de photos couleur avec un appareil de 45 degrés non midriatique. Ont augmenté par 2 le nombre des rétinopathies diabétiques détectées alors qu'elles seraient passées inaperçues. On identifié plus de lésions rétiniennes périphériques dans 10% des cas que 3 photos non midriatiques en 45 degrés du fond d'œil. Il a été montré aussi qu'on observait un risque de rétinopathie diabétique proliférante multiplié par 3 dans les yeux avec des lésions périphériques en dehors des zones de l'ETDRS, c'est-à-dire qui n'auraient pas été diagnostiqués par des montages photographiques classiques comparés à des yeux sans de telles lésions. Alors évidemment, il y a des limitations aussi dans l'utilisation des photos ultra grand champ, comme le fait que les images brutes nécessitent souvent d'être améliorées et que des cils et des artefacts peuvent altérer les images. Il est très souvent nécessaire de traiter l'image. Malheureusement, on n'enlève pas les cils, mais on peut rehausser le contraste, améliorer les couleurs et faire surgir de façon beaucoup plus probante les hémorragies ou les anomalies microvasculaires. On peut arguer que les détails de la macula peuvent manquer d'un petit peu de netteté. Et c'est vrai que lorsqu'on l'agrandit, l'image n'est pas mauvaise, mais elle est un peu frustrante à côté des images prises en 45 degrés. Alors, on peut aussi penser que les couleurs ne sont pas exactes, même quand on les a améliorées, et qu'ici, on voit un peu trop de vert et pas assez de rouge, par exemple. Ce qui est dû au fait que l'Optos utilise seulement 2 longueurs d'onde, le rouge et le vert. D'autres appareils SLO grand champ, avec un champ moins grand, ont été fabriqués et sont disponibles, comme le Eidon, un SLO de 60 degrés, qui utilise une couleur blanche confocale et qui donne un très bon niveau de résolution, un très bon niveau de détail, comme vous pouvez le voir à la comparaison des 2 clichés côte à côte, mais une couleur qui est très pauvre, et même quand on tente d'améliorer cette couleur, vous voyez qu'on reste dans le violet au lieu de... Ça manque de jaune et ça manque de rouge. Cela étant, ces photos couleurs sont très faciles à acquérir. Le fait qu'elles nous donnent une image grand champ surmonte la petite critique que l'on peut opposer à la qualité de la couleur. Elles sont de plus en plus utilisées en remplacement de l'examen du fond d'œil et elles sont donc particulièrement précieuses. Elles sont essentielles au diagnostic en complément de l'OCT structurel ou de l'OCT angio que je ne recommande pas d'interpréter sans avoir vu une image du fond d'œil. L'angiographie à la fluorescéine aussi a bénéficié du système grand champ. Et vous voyez ici qu'il était, avec les photos, les angiographies classiques, difficile d'aller jusqu'à l'équateur, alors que maintenant il est possible d'aller jusqu'à la fin et au-delà de la fin de la circulation capillaire, puisqu'on a des images qui montrent l'ora serrata, en sachant qu'il faut interpréter avec prudence l'espace qui est démontré ici entre l'équateur et l'ora serrata, puisque nous avons le même problème que pour une planisphère quand on a
quand on aplatit une sphère sur une surface plane, on exagère évidemment les dimensions, par exemple, des territoires qui sont près des pôles. Mais ça compense tout à fait les autres avantages que l'on peut avoir en angiographie à la fluorescéine, et notamment celui de pouvoir voir d'un seul coup le remplissage de tout l'arbre artériel et veineux de la rétine jusqu'à l'ora serrata, et de voir aussi le temps que met le courant fluorescent pour arriver jusqu'à l'extrême périphérie. Et alors, on s'est aperçu qu'on voyait en extrême périphérie des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir et qu'on a pu trouver choquantes. Est-ce que ces gros capillaires espacés, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose d'anormal? Il faut se revenir, comme d'habitude, à l'histologie, à une publication qui est ancienne, vous voyez, 1977, mais qui montre très très bien, sur des préparations de rétine à plat, l'arcade capillaire périphérique qui est faite de capillaires larges et espacés, avec une variabilité interindividuelle assez importante entre la distance des derniers capillaires et l'ora serrata. Et c'est tout simplement ce que l'on voit aujourd'hui, alors que ça nous était caché jusqu'à présent, quand on pratique une angiographie ultra grand champ. Ça a bien été discuté dans un article qui est paru il y a 2 ans dans Retina, avec Antonio Capone comme dernier signataire, et puis aussi un autre article qui va dans le même sens de Sada récemment dans Ophthalmology, qui montre que ces anomalies capillaires trop gros, trop espacés, y compris les microanévrismes dans les capillaires périphériques, font partie du spectre normal des variations physiologiques de la circulation rétinienne en arrière de l'ora serrata. Un autre aspect, évidemment, de cette angiographie à la fluorescéine, c'est quand on l'applique à la pathologie, et tout particulièrement à la rétinopathie diabétique. L'angiographie ultra grand champ permettra non seulement de voir des anomalies néovasculaires qu'on aurait ignorées sur des clichés moins larges, mais permettra aussi de quantifier l'ischémie périphérique. Il reste encore du chemin à faire, mais regardez ce cas où on est surtout frappé par la couronne de non-perfusion en moyenne périphérique et en nasale, comme c'est souvent le cas dans les rétinopathies diabétiques. Mais si on agrandit maintenant la périphérie rétinienne, on n'est plus dans les variantes physiologiques du lit capillaire périphérique. On a réellement des zones de non-perfusion. Et si on cumule l'ensemble de ces zones de non-perfusion, on s'aperçoit que ça représente quelque chose d'important en termes de surface. Des développements logiciels sont en cours pour corriger ces aberrations périphériques et pouvoir mesurer avec beaucoup plus de précision et de réalité la densité vasculaire par zone en fonction de leur distance de la papille. L'angiographie à la fluorescéine en ultra grand champ pourrait donc améliorer l'évaluation ou la prédiction du risque néovasculaire dans les rétinopathies diabétiques non proliférantes sévères, par exemple. Mais il y a aussi d'autres domaines du grand champ. L'OCT. L'OCT aussi connaît des transformations, et on dispose maintenant de coupes en 12 mm qui sont tout à fait impressionnantes chez ce myope fort comparé au même fond d'œil examiné seulement avec un scan de 6 mm. L'Optos développe également un OCT capable de montrer le profil des lésions rétiniennes périphériques, et vous voyez ici distinguer entre un trou et une cystic tuft. Et puis, il y a un prototype qui a été présenté récemment par Kyoko Ono Matsui au Japon et qui vous montre ici un OCT grand champ tridimensionnel, en vous montrant de façon absolument époustouflante, me semble-t-il, le double staphylome et les connexions du vitré avec la rétine au sein de ce staphylome. Donc, vous voyez, on n'a pas fini de voir des développements de la technologie grand champ. À l'opposé, si je puis dire, il y a la tendance à regarder les choses avec de plus en plus de grandissement, aussi bien en OCT, en géographie pour les capillaires, qu'en optique adaptative pour les vaisseaux et pour les capillaires et pour les photorécepteurs.
Je ne reviens pas sur le principe de l'OCT angiographie, parce que ça a été dit à plusieurs reprises lors de ce congrès, mais pour le dire en deux mots, la rapidité d'acquisition des nouvelles machines permet d'obtenir de nombreuses acquisitions dans des fractions de secondes, et donc de se permettre de soustraire une image par rapport à l'autre. Et quand on soustrait la dernière image par rapport à la précédente, la seule chose qui a changé dans le signal de l'OCT, parce que vous savez, l'OCT, ce n'est pas une image, c'est un signal, la seule chose qui a changé dans le signal, c'est le signal réfléchi par le passage des globules rouges. Et donc, quand on soustrait une image par rapport à l'autre, la seule chose qui a changé et qu'on va retenir, c'est la décorrélation provoquée par la dynamique des globules rouges, et c'est ça qui va créer l'image en B-scan avec le signal de décorrélation des globules rouges, et en face en montrant le réseau capillaire. Alors qu'est-ce qu'on a appris avec l'OCT angiographie pour la néovascularisation choroïdienne et pour les maladies vasculaires de la rétine? Alors on va faire court pour les néovaisseaux choroïdiens parce que je pense que c'est le grand triomphe de l'OCT angiographie, et on va revenir sur cet article que je vous montre ici et qui a été le premier à démontrer que l'angiographie à la fluorescéine n'était plus le gold standard, mais on va y revenir. Alors, voyons quelques cas tout simples et tout évidents. Bien sûr, pour tous les angiographistes entraînés, cette hyperfluorescence mal définie qui augmente dans le temps avec ces sortes de pinpoints était tout à fait évocateur de néovaisseaux choroïdiens de type 1, de même que le soulèvement irrégulier de l'épithèle pigmentaire sur le B-scan aussi. Mais c'était des signes indirects, et tout d'un coup, on voit tout simplement les néovaisseaux choroïdiens. Alors ça a été ça la grande révélation. Ça fait le diagnostic plus sûr et plus facile. Et pourquoi refuser d'avoir un diagnostic plus facile s'il est plus sûr? Cet article, j'y reviens, il est important parce qu'il montre qu'on ne peut pas utiliser l'OCT angiographie tout seul. Sensibilité et sensitivité et spécificité ne sont pas assez probants. Mais combinés à l'OCT structurel, et puisque nous acquérons l'OCT angiographie dans le même mouvement qu'on acquiert l'OCT structurel, on a les deux images sous la main en même temps, alors OCTA plus OCT structurel a permis de diagnostiquer les néovaisseaux de type 1 dans 87,5% dans cette série, comparé à l'angiographie à la fluorescéine seulement dans 66% des cas. Alors ça veut dire que l'angiographie à la fluorescéine ne peut plus être considérée comme le gold standard dans le diagnostic des néovaisseaux choroïdiens. Ça veut dire que si on ne dispose pas de l'OCT angiographie, il faut au minimum corréler l'OCT angiographie avec l'OCT structurel. Et si on dispose de l'OCT angiographie, alors on va préférer corréler l'OCT structurel et l'OCT angiographie. Donc existe dans la majorité des cas la nécessité d'injecter du colorant. Les dernières améliorations, et notamment l'ablation des artefacts de projection des vaisseaux rétiniens sur l'épithèle pigmentaire ou la choroïde, a encore amélioré le niveau de détection des néovaisseaux choroïdiens. Et vous avez ici, vous voyez, avant et après ablation des artefacts de projection, où il y a de moins en moins de doutes sur l'existence de ces néovaisseaux choroïdiens. Et évidemment, les néovaisseaux choroïdiens préépithéliaux, donc de type 2, sont encore plus faciles à diagnostiquer parce qu'ils sont au-dessus de l'épithèle pigmentaire, donc le signal n'est pas atténué en traversant l'épithèle pigmentaire. Donc en pratique, si les symptômes, examen du fond d'œil et B-scan évoquent des néovaisseaux choroïdiens, et si l'OCTA montre le réseau néovasculaire, pourquoi réaliser une angiographie à la fluorescéine? Et j'emprunte ce schéma un petit peu modifié à un très bon éditorial que vous pourrez lire si cela vous intéresse, de Yves Cohen et de Sarah Mregen, qui est paru dans Retina, en ligne en tout cas en avril 2017. Lorsqu'on pratique un OCTA plus un OCT structurel associé à une photocouleur du fond d'œil, comme je l'ai dit, ça reste tout à fait indispensable. Si les néovaisseaux choroïdiens sont visibles en OCT angiographie, il n'y a aucune raison de ne pas passer immédiatement à la décision de traitement. Si les néovaisseaux choroïdiens ne sont pas visibles en OCT angiographie, mais qu'on a la conviction qu'il existe des néovaisseaux choroïdiens, alors une angiographie à la fluorescéine pourra être utile, et si elle renforce notre conviction, aller vers la décision de traitement. Et si, après l'angiographie, l'angiographie à la fluorescéine, le diagnostic reste encore hésitant, incertain, alors l'angiographie en ICG pourra peut-être permettre de résoudre le problème et d'aller vers la décision de traitement.
L'OCT en géographie aide aussi à résoudre des problèmes de diagnostic de néovaisseaux dans des cas ambigus qui ne sont pas toujours ceux de la DMLA, par exemple celui de récidive de choroïdite multifocale. On a une tache blanche dans un fond d'œil où il y a déjà des cicatrices, elle est plus ou moins fluorescente. En ICG, on n'a pas de signal très fort de fluorescence tardive. Est-ce qu'il y a des néovaisseaux ou pas? L'OCT structurel donne déjà un élément, mais évidemment, lorsqu'on dispose de l'OCT en géographie qui montre le réseau néovasculaire, le problème est tout à fait résolu. De même, dans les CRSC, dans lesquels on a ce décollement irrégulier, plan de l'épithélium pigmentaire, un DSR tout à fait classique pour une CRSC, une image en angiographie à la fluorescéine qui est compatible avec un diagnostic de CRSC, avec des points fluorescents qu'on peut prendre pour des points de fuite, une ICG qui montre une plaque fluorescente mais pas de réseau, en aucun moment un réseau néovasculaire. L'OCT en géographie vous montre quelque chose qui est très impressionnant par rapport à ce qu'on espérait ou ce qu'on pensait pouvoir voir, c'est-à-dire ce réseau néovasculaire extrêmement développé sous ce décollement plan, très plan de l'épithélium pigmentaire. Mais l'OCT en géographie a aussi pour avantage de nous montrer les capillaires rétiniens avec un luxe de détail qu'on n'avait jamais vu, et c'est peut-être la part la plus originale en fait de cette technologie. Alors, il y a eu beaucoup de proposition de classifier, schématiser la disposition des capillaires rétiniens sur le plan histologique dans le passé. Je vous en fais grâce. L'OCT en géographie a mis sous nos yeux les différentes couches capillaires rétiniens, mais avec une difficulté pour voir ce qui nous intéressait le plus, c'est-à-dire les capillaires profonds, ceux qui échappaient jusqu'à présent à l'observation de l'angiographie à la fluorescéine, jusqu'à ce qu'au début de l'année 2017 apparaisse un algorithme qui permette de supprimer ces artefacts de... Je ne sais pas comment... Non, ça ne marche pas. Bon, peu importe. Qui permet de supprimer les artefacts de projection, c'est-à-dire cette traînée rouge que vous voyez venant des capillaires les plus superficiels vers les plans les plus profonds. Et si vous regardez le cliché du bas, vous allez voir, après application de l'algorithme d'ablation des artefacts de projection, que ces traînées rouges disparaissent et on a maintenant des points rouges bien identifiés aux différents niveaux des couches rétiniennes telles qu'ils doivent l'être, et c'est ce qui va permettre de reconstituer dans les images en face des réseaux capillaires sans interférence les uns avec les autres. Si bien que on va pouvoir observer maintenant en OCT en géographie le réseau des capillaires superficiels qui se situe dans la couche des cellules ganglionnaires, le réseau, ou plutôt le complexe vasculaire profond, on verra à le détailler en sous-groupe, qui se trouve dans le complexe plexiforme interne, nucléaire interne, plexiforme externe. Ici, nous avons un espace sans capillaire qui est celui de la nucléaire externe, et puis on va trouver la choriocapillaire en derrière de l'épithélium pigmentaire. Un petit détail maintenant sur chacun de ces couches. Voilà le réseau superficiel. Et voilà comment il se présente avec des capillaires rétiniens qui rejoignent, qui partent des artérioles et qui rejoignent les vénules dans ce plan. En réalité, il s'agit d'un plan tridimensionnel dans la couche des cellules ganglionnaires, parce que la couche des cellules ganglionnaires est épaisse. Et vous voyez sur l'image de flux en coupe, et non plus seulement en face, donc cette image ici sur la droite, que vous avez des petits points rouges à différents niveaux dans l'épaisseur de la couche des cellules ganglionnaires. Mais on a une représentation à plat qui confond ces différentes couches. Si on regarde maintenant le Deep Vascular Complex, c'est-à-dire le complexe profond, c'est obtenu en segmentant, en fractionnant la rétine selon une coupe qui prend en compte la plexiforme interne, la nucléaire interne. La nucléaire interne ne comporte pas de capillaires, et la plexiforme externe. En fait, c'est l'addition des capillaires qui se trouve à la fois dans la plexiforme interne et dans la plexiforme externe, c'est-à-dire qui encadre la nucléaire interne. Et vous avez une image comme celle-ci. Maintenant, on peut la détailler, cette image, grâce aux nouveaux algorithmes. Et on va avoir ici une image plus franche
de ce qu'on va appeler le plexus intermédiaire qui correspond uniquement au réseau capillaire qui est situé dans la couche plexiforme interne, et maintenant un réseau capillaire qui correspond uniquement aux capillaires qui sont présents dans la plexiforme externe. Et si vous regardez ce dernier réseau, celui qui se situe au niveau de la plexiforme externe, et si on regarde ce qui se passe lorsqu'on déplace la coupe de segmentation d'arrière en avant, eh bien vous voyez que au centre, quand on part du bas, et ça va recommencer avec un peu de chance, non, pas vraiment, alors on va le refaire. Voilà. Ici, au centre de ces unités capillaires, si vous suivez ce qui est entre la flèche, la barre rouge et la barre verte, vous voyez apparaître progressivement le drainage de ces unités choriocapillaires dans une vénule qui va se jeter dans les veines superficielles. Si bien que lorsqu'on examine la topographie de ce lit capillaire profond, il est formé d'unités polygonales qui sont centrées par des petites vénules qui drainent le sang vers la superficie. Alors comment le sang arrive à ces lobules situés dans la profondeur de la rétine interne? Eh bien, nous avons produit ce schéma-là qui reprend les termes d'une publication de Campbell et Wang. Wang, vous savez, c'est le co-inventeur de l'OCT avec Fujimoto. Donc on reprend les termes qui sont tout à fait adaptés pour décrire ces différentes couches capillaires et que j'ai déjà utilisées jusqu'à présent, je n'ai pas besoin de les répéter. Et on imagine que en fait, les capillaires artériels descendent des artères supérieures, traversent verticalement toute l'épaisseur de la rétine et puis font un premier relais dans la couche intermédiaire, donc la plexiforme interne, où ils rejoignent les veines qui proviennent de la couche la plus profonde de capillaire, qui est située dans ce qu'on appelle le plexus capillaire profond, et qui récolte le sang donc au centre de ces petites unités. Donc c'est un système de circulation qui se fait pas non pas dans un plan comme on le pensait jusqu'à présent, mais qui est un système de circulation tridimensionnel avec un passage en grande majorité du sang de la superficie vers la profondeur avant de remonter vers la surface. Pour ceux que ça intéresse, vous avez un éditorial que nous avons co-signé avec Michel Pack et David Saraf dans un numéro récent de Retina pour expliquer cela. Bien sûr, il n'y a pas que les capillaires de la macula, on a aussi les capillaires radiaires péripapillaires qui servent à irriguer cette couche supplémentaire de tissu que l'on trouve autour de la papille et le long des arcades vasculaires, et qui sont les fibres optiques. Et les fibres optiques ont besoin d'énergie pour faire circuler leur influx nerveux et leurs organelles de transport exoplasmique, et donc l'énergie est apportée par ce réseau supplémentaire de capillaires rétiniens. Il y a des applications cliniques à tout ça. La densité capillaire est diminuée dans le réseau capillaire superficiel, dans la rétinopathie diabétique, dans tous les cas. Quand on met côte à côte une rétinopathie diabétique et un œil normal, on voit facilement la différence. Elle est encore plus diminuée dans le plexus capillaire profond, et on l'a démontré à plusieurs reprises. On a montré aussi que, de toute évidence, il n'y a pas de capillaire dans les cavités cystoïdes, ça tombe sous le sens, mais ce qui est plus intéressant de montrer, c'est que, y compris lorsque on va améliorer l'œdème maculaire ou faire disparaître l'œdème maculaire, d'une part, on ne va pas avoir de reperfusion dans les kystes, mais d'autre part, on ne va pas améliorer ce que l'on voit ici, c'est-à-dire l'entourage des kystes, c'est-à-dire la très mauvaise perfusion du lit capillaire, y compris en dehors des kystes de l'œdème maculaire. Et quand on compare ce réseau capillaire profond de diabétique avec œdème maculaire à un réseau capillaire profond normal, on voit évidemment la grande différence. Et voilà ce qui se passe après guérison médicamenteuse de l'œdème maculaire cystoïde, pas d'amélioration du profil dans le lit superficiel, pas d'amélioration du profil dans le lit capillaire profond. On retrouve l'ultra grand champ avec l'OCT, mais cette fois-ci avec l'OCT en face.
Et c'est ce que permet l'OCT Swep Source. Et vous voyez que le montage, par exemple, ici, seulement de 2 images, nous permet d'avoir une image de pratiquement 90 degrés du fond d'œil sur le méridien horizontal, avec une résolution capillaire, et vous voyez à la frontière de ces 2 photos, bien meilleure qu'avec l'angiographie à la fluorescéine. Et vous pouvez comparer ces 2 images, celle faite avec un montage d'OCT en face, et celle réalisée avec l'Optos. C'est une image que je dois à Ali Archinet, et vous voyez combien les deux peuvent se comparer de façon favorable, avec quand même encore un avantage à l'Optos, mais une facilité d'emploi, sans fluorescéine, qui est en faveur évidemment de l'OCT angiographie à grand champ. L'OCT angiographie permet aussi de résoudre ou de mieux comprendre un certain nombre de conditions. On a vu un cas clinique tout à l'heure qui était très joli, par exemple les occlusions partielles de l'artère centrale de la rétine et le blanc périvénulaire. On voit très bien sur les OCT en coupe que ce blanc périvénulaire se trouve au niveau de la nucléaire interne ou au niveau des plexiformes internes et externes encadrant la nucléaire interne, mais à plat se trouve le long des vénules. Et on peut regarder ce qui se passe avec l'OCT angiographie. Et avec l'OCT angiographie, eh bien, on voit, quand on se centre au niveau du lit capillaire profond, que ce blanc périvénulaire se projette le long des axes qui vont se drainer par les vénules. Donc, au niveau du lit capillaire profond, dans les unités dans les unités du lit capillaire profond, qui sont justement appendues à ces vénules autour de lesquelles se trouve le blanc périvénulaire. Le blanc périvénulaire n'est pas strictement le long des vénules, il se situe au niveau du lit capillaire profond, sous les vénules rétiniennes. C'est discuté aussi, si ça vous intéresse, dans deux articles, l'un de notre service et l'autre en collaboration avec le service de David Saraf. Et puis encore une autre utilité dans une maladie un peu rare, qui sont les téléangiectasies maculaires de type 2, où l'OCT angiographie va montrer ces téléangiectasies qui sont souvent occultes, souvent pas très bien visibles, même en angiographie à la fluorescéine. Là, dans le cas, elle est bien visible sur l'angiographie à la fluorescéine, mais on va les voir beaucoup mieux, et surtout à différents niveaux, aussi bien au niveau du réseau superficiel qu'au niveau du plexus profond. Et on va même pouvoir voir, dans un certain nombre de cas, une prolifération qui apparaît ici en jaune, une prolifération de capillaires. Là, elle devrait pas être, c'est-à-dire dans la rétine externe. Et on a montré que cette prolifération de capillaires se produisait précisément en regard des zones où les photorécepteurs avaient en partie disparu et la zone ellipsoïde notamment était détériorée. Donc voilà un certain nombre d'applications cliniques, et il y en a encore beaucoup d'autres. Quelles sont les futures directions de l'angiographie en OCT ? C'est très certainement l'élargissement du champ. On a vu que c'est déjà disponible avec des prototypes dont je vous ai montré des images, et notamment le prototype de Plexelite développé par Zeiss, mais en partie aussi avec l'appareil de Topcon. Une amélioration de la résolution. On peut penser que l'avenir pour voir les capillaires avec beaucoup plus de précision, c'est de coupler l'OCT angiographie à l'optique adaptative, et la détermination des vitesses circulatoires par le couplage de l'OCT angiographie au Doppler OCT. Voilà une image que je dois au professeur Drexler à Vienne, qui a construit un prototype qui couple l'OCT à l'optique adaptative et qui permet de réaliser ici, de façon encore un peu artisanale, un mapping de la région maculaire où on voit réellement les capillaires individuels, très bien individualisés, avec leur vrai diamètre. Car l'image que nous avons en OCT angio est trompeuse. Les capillaires sont beaucoup plus gros, trop gros, par rapport à ce qui sont réellement le vrai espace entre les capillaires et le vrai diamètre des capillaires rétiniens, et celui qui est produit par ce prototype. Et l'autre évolution, c'est quelque chose qui est réalisé dans le laboratoire du professeur Fujimoto au MIT, c'est de déterminer, en modifiant les vitesses d'acquisition, de déterminer la vitesse circulatoire, ou en tout cas des seuils de vitesse circulatoire. Et vous voyez qu'en bleu, ce sont les capillaires qui circulent le plus lentement, en rouge, ce sont ceux qui circulent le plus vite, et ça nous sera probablement très utile, car pour le moment, nous sommes capables
capable de distinguer ce qui est perfusé et ce qui ne l'est pas, mais nous ne savons pas si ce qui est perfusé fonctionne ou circule à une vitesse normale ou pas. Dernier mot sur l'optique adaptative, non pas pour vous parler de la possibilité de voir les photorécepteurs, ça a été sa première utilisation, mais aussi, ça permet, c'est Michel Pacques qui a beaucoup développé ça à Paris, qui permet aussi de voir la paroi des vaisseaux, qui jusqu'à présent nous est absolument invisible. Et ici, vous voyez entre ces petites flèches blanches que ce fin signal que l'on voit autour de la colonne sanguine, c'est la paroi du vaisseau qui est montrée grâce à l'optique adaptative. Et on peut voir aussi les anomalies, évidemment, de la paroi de ces vaisseaux, expliquant par exemple les rétrécissements focaux dans des uvéites ou dans des vascularites, non pas lorsqu'elles sont évidentes à l'œil nu, mais lorsque c'est en dehors des zones de périphlébite visibles sur l'examen ophtalmoscopique. Donc en conclusion, le grand champ nous donne une vue d'ensemble du réseau vasculaire, avec colorant les angiographies à grand champ, sans colorant les images du fond d'œil aux couleurs que l'on peut obtenir. La visualisation des capillaires nous est donnée par l'OCT-angiographie. La visualisation de la paroi des vaisseaux nous est donnée par l'optique adaptative. Les évolutions vont se faire vers la quantification de la densité capillaire et la quantification du flux. Je vous remercie de votre attention et je remercie tous ceux qui, dans le service, ont beaucoup travaillé sur l'imagerie. Merci encore.